Good morning, good afternoon, good evening. This session is going to be a little different from our previous engagements in this podcast. It's going to be a bilingual session. I have joining me some wonderful friends and colleagues. Jean-Sébastien Dufresne, je suis désolée, et Emmanuel Ouédacor, et both are fantastic people that I wanted to interview separately, and somehow life just shows you how such different connections can have so much in common. So to continue on, we're going to continue in French. I hope that if you are in Montreal, you will be able to follow the wonderful conversations that we are going to have here. Si vous êtes à Montréal, merci de tune in. Ça va être un franglais que moi je vais parler parce que mon anglais est meilleur que mon français. Mais mes amis ici, Jean-Sébastien Dufresne et Emmanuel Ouédacor, sont ici pour nous parler de leurs expériences et comment on veut emmener nos rêves à prendre place dans cette vie qu'on a. Alors, on est en train de parler pour commencer avant du fait que Jean-Sébastien était en Afrique et on avait commencé une conversation. Alors, c'est comme ça que cette conversation va continuer. Jean-Sébastien, est-ce que tu voudrais nous dire qu'est-ce que tu venais juste de parler tout à l'heure avec... Oui, d'abord, merci beaucoup, Sarah, pour cette invitation de nous joindre. C'est un grand plaisir pour moi de rencontrer Emmanuel aujourd'hui. Le plaisir est partagé, Jean-Sébastien. Et puis Sarah, merci de m'accueillir aussi. Oui, quelqu'un de très intéressant. Et je pense effectivement, on a commencé il y a quelques minutes à échanger. Puis on parlait justement d'une expérience que j'avais vécue donc, au Togo. Qui est mon pays d'origine. Oui. Et de belles rencontres que j'avais faites d'une jeunesse très allumée, très consciente de leurs aspirations et qui devaient composer avec une réalité où des fois ces aspirations-là sont en conflit avec des aspirations de certains individus, il faut dire, en position de pouvoir, et qui amènent parfois des groupes de la société à être en confrontation, à être en tension, alors que pourtant, ce que je disais, c'est si on va à l'essence même de ce que ces gens-là, à quoi ils aspirent, bien, on se rend compte qu'on a beaucoup plus en commun. Puis on peut aspirer à une société dans laquelle on peut aspirer à avoir de la sécurité, avoir de la prospérité, avoir du bonheur, à vivre bien avec notre famille. Et ça, moi, je crois que ça rejoint les aspirations de tout le monde, mais qu'on est dans un système qui amène justement certains groupes à être en opposition avec d'autres. Et ça vient nous tirer vers le bas alors qu'on a tellement un potentiel comme humanité à reconnaître qu'on a des aspirations communes et qui pourraient nous amener beaucoup plus loin comme on est présentement. Oui. Effectivement, Jean-Sébastien, c'est ce que tu mentionnais. Et puis, l'opposition qu'il y avait justement au Togo dont on parlait, c'était au moment où le Togo était engagé dans une forme d'alternance politique. On recherchait l'alternance politique. Les jeunes du quartier de Baie, justement, étaient souvent en confrontation avec les forces militaires qui servaient les intérêts plutôt d'une personne plutôt que de servir les intérêts de la population. Et on en était arrivé au point où tu mentionnais que si ces militaires, toute cette énergie qui était là, qui était mise de part et d'autre pour se confronter, était mise en commun peut-être pour chercher à faire développer le pays, on obtiendrait de meilleurs résultats. Et ce qu'on disait dans le cas du Togo était applicable à tous les pays dans le monde, justement. Et on en était revenu à se demander, mais qu'est-ce qui se passe pour que les gens qui sont au pouvoir ne militent pas nécessairement pour le développement de la population. Et je me posais la question, je me suis toujours posé cette question aujourd'hui, c'est que quand on observe les contes, les mythes qui existent dans toutes les sociétés, et je parlais justement du roi Arthur en Grande-Bretagne avec l'enchanteur Merlin, les chevaliers de la table ronde, mais on s'est rendu compte que tel que c'est présenté, le roi Arthur a introduit dans son pays, dans son royaume des changements, mais il avait quelqu'un qui lui chuchotait à l'oreille. Et c'était l'enchanteur Merlin, un magicien. Et dans mon analyse, à moi, dans ma perception des choses, cet enchanteur, ce magicien, connaissait des lois universelles qu'il a essayé d'enseigner au roi Arthur.
qui a pu le passer dans sa population. Il a pu mettre en place un système qui a permis le débat politique, le débat culturel et puis l'entente. Peut-être qu'en Grande-Bretagne aujourd'hui, tout n'est pas parfait, mais au moins il a introduit quelque chose. La question que moi je me pose aujourd'hui, toujours et que je pose à tout le monde, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir économique ou bien le pouvoir militaire ou bien le pouvoir, peu importe le type de pouvoir qu'ils ont, qui sont ces personnes-là qui sont en train de leur chuchoter à l'oreille? Et qu'est-ce qu'on leur chuchote à l'oreille? Si on leur chuchote simplement à l'oreille d'avoir toujours le maximum de profit, est-ce que nos sociétés, est-ce que le monde va se développer dans le sens où on le veut, où il va y avoir une harmonie, ou bien il va y avoir toujours une séparation entre les différents corps de la population? Et oui, je trouve ça super intéressant ce que tu amènes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est qui les gens qui ont le pouvoir? Essentiellement, un pouvoir économique qui leur permet d'acheter des gens, littéralement, qui permet d'acheter le pouvoir, acheter de l'information. Souvent, c'est l'information qui mène le monde, qui permet d'avoir un avantage sur d'autres, qui permet de l'utiliser pour que d'autres soient désavantagés aussi. Ouais. Et je trouve que tu soulèves la question, qui leur chuchote à l'oreille et quelles sont les personnes qui mériteraient peut-être d'avoir des gens qui leur chuchotent à l'oreille, parce que peut-être j'ai l'impression qu'ils sont dans leur... qui croient que ce qu'il faut avoir dans la vie est justement l'accumulation de richesses, de se montrer comme étant le premier dans un domaine. Il y en a qui disent, moi je veux être le premier à aller sur Mars, par exemple. Donc, on a nommé personne, mais il y a des gens qui ont une énorme accumulation de pouvoir, et sans aller dans les extrêmes, il y en a même... ne serait-ce que d'avoir un privilège, un avantage, même un petit privilège, d'avoir un peu de ressources de plus que d'autres. Qu'est-ce qu'on en fait de ces peu de ressources qu'on a de plus, de ce temps qu'on a de plus, de ce savoir des fois qu'on a qui nous procure un avantage ou un privilège? Et que si on avait des gens qui nous permettent de réaliser ça, par, que ce soit du coaching par exemple, il y a des gens qui nous font juste réaliser, prendre connaissance de ce qu'on a, de ce qu'on est aussi comme personne, et de voir comment est-ce que le fait de réaliser ce qu'on est peut nous permettre de prendre conscience du pouvoir qu'on peut avoir dans le monde aussi. Et des fois, on oublie ce pouvoir-là qu'on peut exercer dans le monde pour améliorer le monde en général, et que simplement de l'en prendre connaissance peut faire une grosse différence. C'est pour ça que je fais le lien avec ton Merlin. C'est ça. Est-ce que justement, on ne devrait pas aller chercher ce Merlin quelque part, d'avoir cette autre voie qui nous permet de prendre conscience de ce qu'on est, de à quoi on aspire, qui des fois, on ne se permet pas de prendre le moment pour y penser à ça. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que le Merlin, justement, est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de nous qu'on doit nécessairement écouter? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient de nous? Si c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de nous, est-ce que c'est l'éducation qu'on va recevoir à l'école qui va être le Merlin qui va nous parler? Est-ce que c'est l'éducation de nos parents? Quelle est la valeur, quelle est la place qu'on doit donner à tous ces formatages, je vais dire, qui viennent? Est-ce que c'est l'éducation populaire qu'on reçoit à partir des médias, donc ceux qui ont les moyens de contrôler les informations, etc. D'où est-ce qu'on doit... Qui devons-nous entendre? Est-ce que c'est un Merlin qui est à l'extérieur ou bien c'est un Merlin qui est à l'intérieur de nous? Et donc là, on en revient encore au système de coaching ou bien au coaching, les coachs aussi. Quel est le travail qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont supposés faire avec les gens qu'ils encadrent? Moi, je suis un coach, je suis éducateur physique et à la santé. Je suis devenu entraîneur aussi et puis je suis propriétaire d'une salle d'entraînement à Verdun, à Montréal. Et je rencontre pas mal de personnes. Donc, je parle plutôt dans mon enseignement, je leur parle de santé. Je pense que si on est d'abord en bonne santé par rapport à soi-même, on a les moyens de pouvoir agir sur soi, mais aussi sur son environnement. Ça commence par là. Donc, je ne sais pas, Sarah, Jean-Sébastien, quelle est votre opinion par rapport à ça? Donc, est-ce qu'on va aller chercher? Oui, je suis dans une position où je parle à des gens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont retenir de moi? Mais est-ce que je les encourage à écouter simplement ce qui vient de moi et je vais devenir... Non, je ne veux pas... Le Merlin. De leur monde. Ou est-ce que je vais les amener à s'écouter eux-mêmes pour qu'ils soient leur propre Merlin? Oui, et souvent, justement, d'être en mesure de mettre des mots sur ce qu'on est soi-même. D'écouter notre propre Merlin. J'ai l'impression qu'on n'a pas souvent d'opportunité à faire ça. On est pris dans la vie. Oui. Et comme tu dis, oui, au niveau de la santé, souvent, on est parce qu'on mange, par nos comportements. Des fois, physiquement, ça nous limite dans notre capacité à juste
prendre un moment pour faire de l'espace à ce Merlin-là Merlin, intérieur, ouais, ouais. on se parle, à s'entendre soi-même. Puis je pense, comme tu dis, d'être en meilleure position physiquement, d'être moins pris par tous ces tracas qu'on peut avoir dans la vie, ou même physiquement, d'être limité physiquement. Je pense que ça, c'est un gros plus. Puis, ouais, c'est pas suffisamment, je crois, mis de l'avant dans notre société où on parle de plus en plus de santé mentale, c'est vrai, mais dans une approche un peu plus performative. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille consulter, il faut qu'on fasse ci, mais une fois que tu dis que tu consultes quelqu'un, c'est bon, tu as coché la case. Mais est-ce que tu crois vraiment à cette démarche-là? Est-ce que c'est vraiment une démarche qui vise à se révéler réellement soi-même et à s'écouter profondément et à faire l'espace qu'il faut dans notre vie pour être réellement ce qu'on est, une fois qu'on s'est entendu, parce que ça peut être, on en parlait un peu plus tôt, ça peut être très confrontant aussi, peut-être de faire de la place à ce Merlin intérieur, à l'écouter et finalement réaliser, merde, peut-être que toutes ces années, j'ai cru que j'étais quelqu'un que je ne suis pas vraiment. Et ça, c'est confrontant. Et je pense qu'il y a bien des gens qui ne veulent pas aller là parce que ça fait peur. Puis là, il peut y avoir un avant et un après. On redoute l'après d'un moment comme celui-là. Ça revient à notre identité aussi. C'est quoi l'identité qu'on crée en nous-mêmes et c'est géré par quoi? Par les médias sociaux, par les titres qu'on entreprend, par notre culture, par le monde qui nous entoure, par l'environnement dans lequel on se laisse prendre dedans. Est-ce qu'on est en train d'être intentionnel? Et c'est quoi les principes pour lesquels on veut vivre? Est-ce que c'est nos principes ou est-ce que c'est les principes qui ont été transférés par les générations passées qui sont hors date, qui ne servent plus dans le monde qu'on vit maintenant? Parce que le monde qu'on vit maintenant est très différent que le monde qui avait 5 ans, 10 ans, 20 ans de ça. Oui, parce que tout ce que tu as nommé, toutes ces sources extérieures-là, on peut s'imaginer facilement que ça nous est imposé, qu'on n'a pas le choix de devoir suivre ces dictats-là. Mais en même temps, c'est aussi un choix qu'on peut faire. À quelle importance on accorde à ces dictats-là de l'extérieur? Ça, c'est une décision qui nous appartient. Est-ce que j'accorde de l'importance à ça? Ou est-ce que j'accorde de l'importance à autre chose? Puis peut-être ce qui vient plus de mon fort intérieur. Mais c'est pas évident de se faire confiance suffisamment pour dire j'ai le choix d'accorder de l'importance à ça ou à autre chose. Est-ce qu'on se fait confiance suffisamment pour se permettre de faire ce choix-là? Mais comment qu'on crée cette confiance? Étant donné un travail, écoute, on a parlé un peu tout à l'heure de la complexité de tout ce que tu fais, parce que tu en fais pas mal, et les années où tu as travaillé tellement in and out, d'un matin au soir, au matin, au soir, et répéter, on tombe dans un loop de vie où on est tellement pris par juste le fait d'avoir accepté de prendre cette responsabilité et d'être là à faire tout ce qu'on a besoin de faire comme responsabilité, comme si c'était tout le monde qui était sur notre dos. Mais tu l'as mentionné, tu dis d'avoir accepté de prendre cette responsabilité-là. Je pense que ça, c'est une prise de conscience. Quand on réalise que c'est quelque chose qu'on a accepté et qu'on peut donc décider autrement. Et souvent, je pense qu'il y a des gens que toute leur vie, ils ne vont pas savoir que c'est quelque chose qu'ils ont accepté. Ils vont prendre ça que c'est comme ça. Je dois faire certaines choses. C'est attendu de moi de faire certaines choses. Donc, je n'ai pas de choix là-dessus. Mais je pense qu'il y a ce changement-là, qui est un gros changement, je crois, qui vient avec une certaine douleur aussi, peut-être un deuil de ce qu'on était avant pour faire de la place où ce qu'on est maintenant, de réaliser que non, c'est quelque chose que j'accepte qui m'est imposé, mais je peux accepter autre chose, ça peut changer, ça. Mais la notion de changement, je pense qu'elle est là, je pense que la question, c'est comment avoir confiance en cette capacité de changement, qui est là, je pense, le silver lining, là, tu sais, l'enjeu. Vous voyez, ce que vous dites, je me le traduis pour moi comme si ça prend une certaine forme d'introspection. Mais dans le monde aujourd'hui, dans la société moderne où on vit aujourd'hui, quand on est très tôt embrigadé dans le système scolaire.
OK. On rentre rapidement à la garderie, à la maternelle. Et puis, c'est une société quand même. On est dans une société où on nous demande d'avoir une certaine forme, un minimum de performance. Donc, l'enfant qui naît et puis ses parents commencent à l'allaiter. Aujourd'hui, heureusement, au Canada, au Québec, ici, on permet à la femme d'allaiter pendant un certain temps, alors qu'ailleurs, les gens, ils ont 4 semaines. Et après, l'enfant est envoyé à la garderie, la maman retourne au travail, etc. et tout. Donc, même le fait de pouvoir rester en contact avec son enfant, l'enfant est tout de suite isolé de la mère et puis de sa famille pour rentrer dans un système qui doit le formater d'une certaine manière. Donc, dans ce processus, tu finis ton primaire, tu vas au secondaire, tu vas ensuite au cégep ou bien au lycée, et après tu vas à l'université. Et c'est tout ce que les parents demandent, c'est que, OK, il faut que tu apprennes ce que tu apprends. Quel est le temps qu'on prend pour revenir sur soi et faire une certaine forme d'introspection pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut, etc. Qu'est-ce qu'on accepte dans notre vie. Donc, parfois, on se retrouve, j'ai l'impression que lorsque les gens, ils ont dépassé la vingtaine, voire la trentaine, ils ont eu leur premier travail, une certaine forme de carrière professionnelle qui s'est mise en place, la famille, la maison, la voiture, etc. On finit par avoir des chocs. Et là, oh, OK, je n'ai plus les mêmes capacités physiques. Parce que je vois beaucoup de personnes qui rentrent au gym. OK, je viens d'avoir des enfants, je me suis occupé de mon travail, j'ai réussi, etc. Mais maintenant, il faut que je prenne soin de moi parce que je vois que je suis sur une pente descendante. Donc, il y a certains qui commencent cette réflexion. Dans mon domaine, ce que je vois, c'est que les gens viennent d'abord parce qu'ils veulent se remettre d'abord en forme physiquement. Et moi, à travers le travail que je fais, je commence à parler de, OK, oui, c'est physique. Tu veux te remettre en forme physiquement, mais derrière, comment est-ce que tu manges? Quelles sont tes habitudes de vie? Est-ce que tout ce que tu fais, ça a la place qu'il faut dans ta vie? Est-ce que tu as besoin de tout ça? Donc, c'est là où on rentre en introspection, pour rejoindre ce que vous étiez en train de dire. Donc, il y a quand même, en tant qu'éducateur physique, même en tant qu'entraîneur, on nous voit, on nous perçoit comme, OK, des gens qui sont là pour faire du muscle aux gens, ou bien pour les remettre en forme. On veut travailler notre cardio, on veut travailler nos fessiers. Aujourd'hui, malheureusement, on voit sur les médias sociaux comment faire pour avoir de belles fesses, comment faire pour avoir un six-pack, comment est-ce qu'on fait pour avoir ceci. Alors que tout ça, ça doit être le résultat d'un processus qui est derrière. Et ce processus, c'est vos habitudes de vie, votre nutrition, même votre manière de penser va influencer sur votre corps, le résultat final. Donc, oui, et on a un processus pendant lequel on est formaté toute notre vie à agir d'une certaine manière pour s'intégrer dans une société. Mais après, il faut commencer à déconstruire ça pour savoir qu'est-ce qu'on veut être finalement soi-même. Et quand tu proposes ça aux gens, si les gens viennent vers toi pour te dire, moi je veux m'entraîner, là tu leur dis, mais on va parler de d'autres choses. Quelle est la réaction des gens? Comment les gens réagissent à ça quand on les amène à vouloir prendre conscience que c'est pas juste, je vais te faire des exercices, pousser des trucs, là, c'est plus large. Ça prend du temps. Déjà, quand quelqu'un vient et demande à avoir un certain résultat qui doit être apparent sur son corps, il faut qu'on arrive à établir une relation de confiance suffisamment pour que la personne soit prête à écouter. Sinon, si la personne vient, moi, je veux rentrer dans ma robe de mariage ou bien je veux rentrer dans mon costume de mariage. Je dois faire un discours au mariage de mon frère. J'ai eu tous les cas possibles. Ça, c'est le plus simple. Je veux paraître beau. OK? Si je commence à parler de non, mais écoute, tu ne manges pas bien, tu ne penses pas bien, ça ne marche pas. On doit établir la relation de confiance et au fur et à mesure, dans les échanges qui sont faits, je commence à parler. Donc, je deviens un Merlin qui chuchote doucement. OK, oui, d'accord, OK. On fera des tests. On a commencé notre programme d'entraînement, d'encadrement, etc. Après 1 mois, 2 mois, il y a certains résultats qui sont apparus, d'autres ne sont pas apparus. Déjà, ça prend une éducation aux gens pour leur faire comprendre que, ne serait-ce qu'en commençant une activité physique alors qu'ils ont été inactifs ou bien ils avaient certaines habitudes de vie au départ, que la balance ne va pas nécessairement leur dire ce qui se passe dans le corps. La composition corporelle de la personne ne se manifeste pas sur une balance. Ce n'est pas parce que tu montes sur ta balance et que tu pèses 200 livres aujourd'hui bien 180 kilos, c'est un peu trop. Ce n'est pas parce que tu montes sur la balance, tu pèses 200 livres ou bien 80 kilos que tu t'es entraîné pendant 3 mois. Si déjà ton niveau d'énergie, ta capacité à finir ta journée, elle est meilleure, tu te sens avoir plus d'énergie à la fin de la journée pour jouer avec tes enfants ou bien pour aller faire une activité sportive en dehors de venir t'entraîner dans le gym, c'est pas parce que sur la balance tu es resté à 80 kilos ou à 200 livres, ça ne veut pas dire que ta composition corporelle n'a pas changé. Est-ce que tu observes si ton tour de taille a changé? Est-ce que tu observes si tes vêtements sont trop larges sur toi, par exemple? Ça veut dire que
quand tu commences à t'entraîner, c'est possible que tu aies perdu du gras et que tu aies gagné du muscle. Sur la balance, si tu perds 5 livres de gras et que tu as gagné 5 livres de muscle, je ne vais pas rentrer dans les détails physiologiques, la balance ne va pas changer. Donc, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas seulement sur la balance que ça va changer ou non, c'est dans l'énergie de la personne, c'est Absolument. dans la valeur du mindset, dans la manière qu'on interprète les choses. On change notre état d'esprit à chaque fois qu'on travaille notre corps à travers ce travail physique d'endurance, que ce soit les poids, que ce soit le TRX, que ce soit plyometrics, quoi que ce soit. C'est la même chose que quand on fait un sudoku. Le plus qu'on en fait, le mieux que c'est. It's a path, it's a journey that you create in what lifestyle you want to bring to exist. But many people just live what they've been told. So, comment est-ce que on peut emmener plus de cette conscience? Est-ce que ça prend un certain temps, tu trouves, que quelqu'un arrive à cette réflexion? Ah, je me sens mieux. Ah, je suis plus contente. Ah, tu sais, j'ai moins de pics dans ma journée d'un coup le matin, puis ensuite de ça, je tombe à la fin de l'après-midi, tu sais. Est-ce que, mon sommeil va mieux? Ah, mes relations vont mieux? Oui, je crois profondément que ça prend un certain temps parce que, imaginez, je prends le jeune adulte qui a 35 ans et qui a quand même une carrière qui a été faite, qui, avant dans sa carrière, qui a réalisé les choses qu'il veut, avoir la maison, la famille, etc. Ou peu importe ce que la personne veut et qu'elle se rend compte que je n'ai plus les mêmes capacités physiques qu'auparavant. Je commence à sentir que je ne suis pas capable d'être aussi proactif qu'auparavant. Cette personne, ça a pris peut-être, je vais dire, 35 ans. C'est 35 ans d'automatismes qui sont là, qui sont en train de se manifester. Est-ce qu'on peut changer ça en une seule séance, en 2 séances ou bien en 3 mois parce que tu as vu que... je parle dans le cadre de l'approche du coach sportif, de l'éducateur physique ou bien de l'entraîneur qui rentre dans un gym, qui veut changer les habitudes les habitudes de vie de cette personne ou bien qui veut l'aider à se mettre en forme physiquement, mais qui derrière aussi a un objectif. OK, pour qu'il puisse obtenir tous les résultats qu'il va avoir vont avoir une limite. Oui, je peux, en augmentant son niveau d'activité physique, en changeant son alimentation, on peut obtenir un certain résultat. Pour aller plus loin, il faut aller voir les habitudes de vie. J'ai eu des exemples, par exemple, où la personne s'entraînait et puis elle avait commencé à mieux manger, une alimentation qui était plus équilibrée, mais qui, pour se récompenser à chaque fois d'avoir fait ce qu'il fallait faire dans la journée, allait prendre un petit cappuccino d'un distributeur de café, etc., à Montréal, ici. Et quand on voit la quantité de calories qui existe dans ce petit verre de cappuccino ou quoi que ce soit, c'est presque 350 calories. Alors que la personne, je vais dire, c'est une dame, d'un petit gabarit, on va dire, qui fait 150 livres, etc. Donc, si on veut mesurer en termes simplement de calories, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails physiologiques encore, si on veut parler en termes d'échange calorique simplement, mais cette personne, dans son entraînement d'1 heure qu'elle vient de faire, elle vient à peine de dépenser 250 à 350 calories, elle reprend 350 calories après pour se récompenser. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Ce sont des habitudes, on se récompense, etc. Donc, changer les habitudes d'une personne, que ce soit des habitudes, des comportements, surtout on parle de comportement, changer les comportements d'une personne, ça prend du temps. Il faut que la personne réalise qu'est-ce qui se passe, what is happening in your life, what are you thinking, the way you think is going to influence everything in your life. So, to change that takes some time. Puis tu parlais de la confiance qui demande à être bâtie. Je commence avec ce que la personne me demande à court terme, puis après ça, graduellement, on en vient à parler du mode de vie, de l'alimentation et tout ça. Je trouve ça intéressant, je me dis, il y a quelque chose dans notre société qui fait qu'on ne veut pas aborder ça, ou qu'on est moins à l'aise d'aborder ça d'entrée de jeu, qui demande de bâtir la confiance. Je me questionne, moi, comment en arriver à normaliser davantage dans notre société, c'est de discuter de ces choses-là, qui, pour l'instant, semblent être plus distantes. On est là plus en disant, je veux que tu m'apportes une solution concrète je veux savoir comment m'entraîner, je veux savoir comment manipuler les machines.
mais je ne serai pas prêt tout de suite à parler de mon mode de vie, de comment je me Oui, sens, de oui. comment... Ça va venir plus tard. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a besoin que ça soit plus tard et que si c'était plus tôt, c'était quelque chose qu'on était c'était plus normalisé dans la vie en général, de parler de ces choses-là, peut-être qu'on pourrait aborder ces questions-là de façon générale. Ouais. En fait, je pense que la question est comment est-ce que on peut normaliser ces conversations plus poussées entre nous en société pour emmener un changement, pas seulement dans notre vie, dans notre mindset, dans nos manières, dans nos habitudes, mais aussi dans la communauté dans laquelle on vit. Et ainsi, ça revient au début de notre conversation à, tu sais, vous vous connaissez pas et c'est magnifique parce que aussitôt que vous vous êtes rencontrés, c'était bien facile de retrouver le point en commun. Tu as été en Afrique en 2012, toi tu viens du Togo, et vous avez retrouvé une commonality que... Qui aurait pensé? Yeah. Qui aurait pensé? Ça n'aurait jamais arrivé dans une autre conversation ou dans une autre situation. Mais, étant donné que vous, les deux, vous êtes magnifiques et vous me faites confiance, merci beaucoup. Vous êtes arrivés ici et vous êtes assez d'ouverture, vous êtes avec assez d'ouverture de cœur et d'esprit et de compréhension et de perspective pour pouvoir ouvrir une plus grande conversation sur le développement de l'identité d'une personne et comment les changements peuvent se créer petit à petit à travers les conversations, à travers les questionnements, à travers l'authenticité de chaque personne à être vrai et à être curieux dans ce moment d'interaction. Tu le mentionnes, effectivement. Je pense que l'authenticité, la curiosité, la sensibilité, je pense ça je l'ai ressenti du côté d'Emmanuel. On s'est rencontrés. On a commencé à échanger. Il y avait un intérêt réciproque à se connaître, à s'ouvrir. Et ça, je pense qu'effectivement, on peut être... je prends le parallèle encore de l'histoire de Merlin. On peut être nous-mêmes ces Merlins dans le monde, en dégageant cette sensibilité, cette authenticité, cette curiosité, et que des personnes qui ont peut-être moins ça, regardent ça et disent « Ah oui, cette personne-là, elle est comme ça. » Puis, je pense que ça peut amener des gens à aussi développer ça, à dire moi aussi, je pourrais essayer d'être un peu plus curieux, d'être un peu plus authentique, parce que je vois que c'est pas tant menaçant, alors que je pense qu'on est formaté, que tu le mentionnais tantôt, depuis notre éducation, à être en compétition avec l'autre. Il faut qu'on ait une meilleure note que l'autre, notre moyenne, GPA, il faut tout le temps qu'on soit en compétition, alors que quand on se met dans un mindset de « mais moi je suis curieux, je suis là pas pour dire qui est meilleur, qui était, mais je suis curieux, je veux apprendre sur la personne, je veux partager. » Si on se met dans ce mindset-là, je pense qu'on est plus en possibilité de... Il y a beaucoup plus de potentiel qui s'ouvre. Mais c'est vrai que ça vient en confrontation avec la notion qui voudrait dire, là, il faut être en compétition. C'est qui est le plus intelligent? C'est qui est le plus beau? C'est qui a le plus... Souvent, ça va être dans cette logique-là que les gens vont penser. C'est quoi exactement, tu penses, qui emmène cette compétition peut-être pas toxique, mais qui n'est pas à la hauteur des relations qu'on voudrait avoir? Cette compétition-là, des fois, elle est bonne, mais souvent, on la voit, tu viens d'un monde très différent que le coaching physique. Toi, c'est un coaching mental et exécutif dans des grandes compagnies, différentes compagnies et ton non-profit, et ainsi de suite. Mais c'est quoi que tu penses qui est the commonality that we need to bring out in people or in situations that could open us up? Je suis désolée, le franglais chez moi. Non, c'est bon. Je pense que où est la zone de développement, je crois, c'est quand on en vient à faire... moi, je vois la beauté dans ça, c'est quand on arrive à ce que quelqu'un vienne à se révéler à soi-même, sa vraie nature. Quand quelqu'un vient à mettre le doigt sur... Moi, c'est ce en quoi je crois profondément. Pas ce que d'autres croient, pas ce qu'on m'a dit de croire, pas ce que mes parents, la société, l'éducation. Mais moi, qui est-ce que je suis? Est-ce que je peux me permettre moi-même de me dire à moi-même qui je suis, être mon propre Merlin dans ma propre tête?
beaucoup de gens, je dirais la majorité des gens, vont pas là. Mais si la personne se permet, se donne ce cadeau-là à soi-même, de se révéler à soi-même, je crois que là, il peut avoir une prise de conscience de l'écart entre ce que je crois être moi-même et ce que je suis dans la vie en général. Et quand on voit cette dissonance-là, cet écart-là, c'est là qu'il y a une zone de développement, je crois, qui est intéressante et que là, s'il y a une prise de conscience, on peut dire, ah ben là, je peux être différemment de ce que je suis dans mon day-to-day, dans ma vie de tous les jours. Et je crois que là, ça peut amener un shift dans ce qu'on est, ce qu'on représente aussi dans le monde en général, là, puis ce qu'on a comme impact. Donc, je crois que là, une zone de développement intéressante là, à aller chercher. Dans cet inconfort. Oui, je pense que ça demande un minimum d'inconfort, mais ce qui est confrontant, parce que la plupart des gens préfèrent rester dans le confort. On veut avoir un quick fix. On voudrait avoir juste, donne-moi une solution que je vais venir m'entraîner, mais je ne veux pas éviter, je ne veux pas changer d'aller boire mon cappuccino après ça. C'est mon habitude. Je ne veux pas changer mon habitude, mais je veux que tu me trouves une solution. Par contre, qu'en venant faire des machines au gym, ça va régler le reste. On veut un quick fix, mais c'est rare que le quick fix... On ne veut pas mettre l'effort. Et pourtant, sans effort, qu'est-ce qui arrive? La personne, elle n'arrive pas à son but. Non. À long terme, elle va peut-être perdre un peu de poids la première semaine, la deuxième semaine, puis ensuite de ça, tu ne les revois plus au gym. C'est ça. C'est trop difficile de faire l'effort. Alors que ça nous prend toujours de la persévérance dans tout ce qu'on fait. Ça prend, je pense que dans le système où nous vivons aujourd'hui, dans le monde contemporain, c'est facile de dire, OK, à partir du moment où on a toujours les résultats auxquels on s'attend et qu'on n'est pas confronté à une forme d'échec ou bien on n'est pas confronté à une résistance, on ne se pose pas des questions. Si toute ma vie depuis mon enfance, je vais à l'école, je sors de l'école, je rentre dans le cadre professionnel, je trouve du travail, je ne suis confronté à aucun problème, on ne va jamais se remettre en question. Donc, c'est à partir du moment où on est confronté à des formes de résistance, qu'on se remet en question, on commence à être en introspection, qu'on commence à se poser des questions sur soi, que on peut aller mettre en défi toute la programmation, tout le formatage qu'on a reçu de la part de nos parents, de la part de notre société, de notre système éducatif, de la part des médias, etc. Donc, c'est à partir du moment où on se met en question. Mais si on veut parler, comme on parlait des Merlins, si chacun d'entre nous sommes tous des professionnels qui agissons avec des clients, je vais dire, si au niveau personnel, on essayait de manifester nous-mêmes ce que nous essayons d'enseigner aux gens ou bien de montrer à ceux qui viennent nous voir, on a le moyen de créer une forme de confiance qui va leur permettre de pouvoir écouter ce qu'on dit. Et à partir de là, c'est de leur donner les moyens, l'équipement, les outils pour qu'ils se remettent eux-mêmes en question. C'est comme ça que je vois ça. Et je pense que on est capable en matière de développement, comme Jean-Sébastien le disait, on peut agir au niveau des organisations, des grandes structures, mais aussi au niveau individuel, on peut travailler. De la même manière dont on remet en question l'organisation d'un système, on peut se remettre en soi-même en question de la même manière. Je pense que les questions qu'on peut poser au niveau d'une grande structure peuvent se poser au niveau individuel. On peut changer la terminologie, mais on en arrive à la même chose. Donc, si on arrive à se poser des questions sur ce que nous avons dans notre vie, ce que nous avons accompli, et qu'on pose la question à une grande structure, je pense que là, on introduit le débat pour qu'on puisse se remettre en question et puis qu'on puisse s'ouvrir. Donc, pour moi, l'une des choses que j'aime bien faire, c'est que ce que je dis, que j'essaie de le faire. Je ne vais pas essayer d'enseigner aux gens ce que je ne fais pas moi-même. Je ne suis pas parfait, loin de là. Au contraire, j'en ai fait des erreurs, des bêtises, etc. Je continuerai à en faire. On veut savoir. On veut savoir. Est-ce que ça se raconte publiquement? Non. Certains oui, certains d'autres non. C'est ça. Donc, c'est vraiment, je pense que se remettre en question, c'est l'une des clés. Donc, je pense que les structures que tu as eu à rencontrer, qui t'ont approché pour que tu puisses les aider à amener des changements, se sont remises en question parce qu'ils ont peut-être atteint un niveau de développement, de croissance ou bien de changement qu'ils ne pouvaient plus résoudre. Donc, ils ont trouvé le moyen d'avoir recours à un expert externe. Donc, ouais. Alors, je voudrais prendre un moment pour emmener
lumière, bring light, en tout cas, je suis désolée pour mon français, emmener lumière sur un des projets que toi tu fais, ça fait depuis quelques années, pour essayer d'emmener un changement ou une prise de conscience. Alors, si je ne me trompe pas, Jean-Sébastien, oui, dis-moi. C'est ici et là? Ici et oui. là? C'est ça? Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ça? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a comme une belle interaction entre le non-profit que tu as et l'information dont on est en train de parler à propos de gérer une identité et comment s'ouvrir à des changements, la possibilité, le développement personnel et comment ça peut affecter peut-être notre communauté et comment ça peut grandir dans tout ça. Fait, je pense qu'il y a des liens absolument à faire avec ce qu'on discute là, parce que en fait, effectivement, cet organisme qui s'appelle Ici et là, comme tu le mentionnes, de Ici et là, qui existe depuis 2004 maintenant, donc bientôt 20 ans, qui a pour mission de promouvoir une société plus inclusive, pacifique, solidaire par le dialogue interculturel. Donc, qui passe beaucoup par des programmes dans les écoles, dans la communauté aussi, mais entre autres, un de nos programmes qui s'appelle Montréal à notre image, on amène des jeunes de 12-17 ans pendant l'été, pendant 2 semaines pendant l'été, aller chaque jour visiter un quartier différent de Montréal, rencontrer des porteurs culturels différents, donc pas des représentants nécessairement de communauté, mais des gens qui sont d'une certaine culture et qui font juste partager leur propre vécu personnel avec les jeunes et qui par la suite, les jeunes sont amenés à organiser leur propre activité de rencontres interculturelles ouvertes au public. Donc des trucs très simples, ça peut être un repas partage, ça peut être... Mais montrer que c'est possible de faire des choses très simples à notre niveau. Et moi, j'ai vu beaucoup d'adultes voir les jeunes faire ça et être étonnés et se remettre eux-mêmes en question, dire « Oh, des jeunes de leur âge ont compris certaines choses, de l'importance de se parler, de l'importance de se découvrir, mais aussi, pour faire le lien avec ce qu'on disait, de l'importance de reconnaître ce qu'on est soi aussi, de reconnaître notre propre identité et qu'elle est importante, cette identité-là. Et que même si on vient d'ailleurs, puis on a réussi, on veut se joindre à une communauté, on se fait dire qu'on doit s'intégrer dans la communauté d'accueil. On est une personne, on a une identité, on a une richesse en soi. Et je pense que de reconnaître ça, l'importance de notre identité, et de l'apprécier réellement, et de ne pas uniquement se dire « je dois me conformer à d'autres ». Souvent, on est dans ce mode, on a parlé de l'éducation, où c'est beaucoup, on veut plaire aux autres, on veut plaire à nos parents, on veut plaire à notre société d'accueil, on veut se faire accepter par d'autres. Mais quand on en vient à plutôt dire, mais moi, j'ai une valeur en soi. Ma propre identité, elle est valable. J'ai le droit d'exister pour qui je suis vraiment. Si on peut en venir à apprécier ça, c'est ça qu'on essaie de faire avec les jeunes, de dire, mais chacune, vous avez quelque chose à apporter au groupe qui est précieux. Si on en vient à accepter ça, je crois que ça vient ouvrir aussi une porte où là, on en vient à dire, je ne suis pas là que pour plaire à d'autres. Le fait que je puisse exister pour ce que je suis, ça enlève une pression à devoir se conformer à d'autres. Et je pense que ça nous permet l'introspection dont on parlait. De ne pas être tout le temps en train de comment je peux être pour d'autres, mais qui suis-je vraiment moi? De prendre le temps de mettre le doigt sur qui je suis vraiment, qui je veux devenir, et me dire que j'ai le droit d'aspirer à ça, pour qui je suis vraiment. Et ça, je crois que si on peut faire ça, nous on le fait avec des jeunes, parce qu'on dit si les jeunes peuvent s'ouvrir à ça, et là on voit les parents des jeunes qui disent « Oh, nos jeunes ont compris des choses que nous on n'avait pas compris. » Mais il y a des parents qui nous ont demandé « Nous aussi on veut un programme comme ça, on veut vivre cette expérience-là. » Je pense que comme ça, on peut, au niveau individuel, on parlait des individus, en venir à former des personnes qui vont être beaucoup plus confiants avec ce qu'ils sont, vont honorer ce qu'elles sont comme personnes. Et je pense que ça, on peut devenir comme ça. On parlait des faisceaux de lumière, là, des beacons of light. On peut être des faisceaux de lumière dans la société d'aujourd'hui dont on a tellement besoin vis-à-vis de tous les défis qu'on rencontre, toutes les difficultés, où ça peut être facile de se décourager. Mais quand on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent être ancrés dans ce qu'elles sont vraiment, ces personnes, de bien s'affirmer, de ne pas avoir honte de qui on est, mais de plutôt se voir pour ce qu'on est et la richesse qu'on représente. Je pense que ça peut être inspirant pour d'autres aussi, des gens qui vont faire comme «
wow, cette personne, elle dégage quelque chose de bien. On disait, quand on est bien mentalement, ça se dégage, on le sent. Et même physiquement, ça peut venir à avoir, bon ben oui, j'ai plus confiance en moi, donc peut-être si je veux travailler sur mon corps, je vais être confiant de pouvoir travailler sur mon corps et je vais dégager quelque chose qui va être inspirant aussi pour d'autres. Donc je pense que c'est ça, au niveau individuel, on peut avoir cet impact-là. Moi, je suis pas mal convaincu de ça. C'est intéressant parce que, en fait, le champ électromagnétique de notre cœur, quand on est dans l'amour de ce qu'on fait et dans l'authenticité de qui on est beaucoup plus grand et va jusqu'à 5 fois autour de nous. Tandis que, quand on est dans la peur, notre fréquence électromagnétique est différente. Là. Ça a été prouvé plusieurs fois de différentes manières. Malheureusement, j'ai pas les études là. Je parle un peu from the top of my head, du haut de ma tête. Non, mais même l'énergie qu'on dégage, la perception des autres, c'est sûr que ça fait une différence. Ce que Sarah, tu dis au niveau du champ électromagnétique est vraiment intéressant parce qu'il y a des auteurs, je pense à Joe Dispenza qui a parlé de ça, Bruce Lipton, Paul Chek, bon, ça fait un mélange de gens dont je parle. Quand on parle du champ du cœur, le champ électromagnétique du cœur, ce qu'on dégage, il y en a qui disent, ben écoutez, on va dans la forêt, on va dans la savane, on va dans la steppe, etc. Le loup qui est en train de chasser la biche, etc. Quand le loup est satisfait et qu'il n'a pas faim, il n'est pas en mode chasse, les chevreuils, les cerfs qui sont à côté, ils voient, ok, ce loup n'est pas en train, ils perçoivent. Le loup n'est pas en train de parler, dire, oh, aujourd'hui, je ne suis pas en train de chasser, tu peux manger simplement, tranquillement. Le cerf ou le chevreuil ou la biche qui voit le loup qui passe, sait s'il est déjà en train de chasser ou pas. Est-ce qu'elle est menacée ou pas, mais elle reste attentive. Donc, il y a quelque chose qui se dégage. Et si on veut expliquer un peu facilement ce que c'est que le champ électromagnétique que le corps dégage, parce que ça, c'est quelque chose que, malgré toutes mes années d'études, en physiologie de l'exercice, j'ai découvert ça très tard dans ma vie, que nous dégageons un champ électromagnétique avec les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui. Le corps humain produit de l'électricité. Quand on parle au niveau du système nerveux, on parle d'électricité. Et quand on parle d'électricité, il y a nécessairement un champ électromagnétique quelque part. C'est pour ça qu'on a des générateurs, on peut capter l'énergie du vent avec des générateurs éoliennes, ou bien que sur les anciens vélos qui existaient auparavant, il y avait une dynamo qui tournait. Donc, quand on fait passer l'aimant dans le solénoïde, ça crée un champ électromagnétique. Donc, le corps humain dégage de l'électricité. En fait, la transmission nerveuse se fait par de l'électricité. Donc, le cœur, c'est l'organe qui a l'un des organes dans le corps humain qui a le plus de connexions nerveuses qui arrivent. Donc, le champ électromagnétique du cœur est très important. Et ce que tu disais, c'est intéressant. Je pense que c'est Dispenza ou Lipton qui l'avait dit que, en fait, on pense que le champ électromagnétique du cœur va jusqu'à une certaine distance. Aujourd'hui, c'est ce que les appareils scientifiques que nous avons nous permettent de mesurer. Est-ce que ça va plus loin? On ne le sait pas. Hier, il y avait des gens qui ont été tués parce qu'ils ont dit que la Terre était ronde. Aujourd'hui, on pense on peut mesurer le champ électromagnétique du cœur de Sarah ou bien de Jean-Sébastien à 5 mètres. Mais les appareils que nous avons aujourd'hui nous permettent de mesurer seulement à 5 mètres. Qu'est-ce qui nous dit que ça ne va pas plus loin? Absolument, absolument. Ce qui revient à ils ont fait une étude de prière, de groupe de prière, pour voir si ça fait un effet. Puis je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je me rappelle que cette étude m'avait vraiment touchée parce que quand il y a une communauté qui revient ensemble pour prier ensemble, qu'on soit religieux, qu'on ne soit pas religieux, que ce soit des rituels qu'on prend à travers notre vie, à travers nos cultures, à travers notre environnement ou notre spiritualité, ces prières ont un impact sur des personnes à travers le monde. À travers le monde. Ces méditations-là qu'on a faites durant le temps de COVID en international, c'est sûr que ça a des impacts à travers le monde. Qu'on le voit pas, tu sais, c'est l'énergie, on peut pas toujours la voir, mais elle est toujours présente autour de nous. L'oxygène, on peut pas la voir, mais elle est présente. Sans l'oxygène, on pourrait pas respirer. On pourrait pas vivre, on pourrait pas être, on pourrait pas ressentir notre être.
pour être vrai à nous-mêmes, pour être capable d'avoir la capacité de s'exprimer et d'utiliser cette force qui est en nous. Mais qui dit que l'énergie est juste... c'est du wou-wou. Oui, exactement, c'est du sûr. wou-wou, oui, C'est sûr, quand c'est inconfortable de s'avouer qu'on a une énergie qu'on connaît pas, qu'on peut pas mettre le doigt dessus, qu'on peut pas montrer à quelqu'un « Hey, regardez, j'ai un certificat pour dire que j'ai de l'énergie. » Mais pourtant, c'est les titres. Avant tout, c'est les expectations de nos collègues, c'est les expectations de nos familles, et c'est là, je pense, qu'on perd notre identité. Mais est-ce que ce l'est vraiment? Dans le sens, est-ce que c'est des attentes qu'on se crée, qu'on pense que les gens ont? Et là, qu'on est dans un système où tout le monde croit que ces attentes-là existent, mais si on en venait un par un, là, à réellement avoir une discussion de fond avec la personne, ben, je suis pas mal sûr que ces attentes-là sont peut-être pas si importantes que ça. Mais on se crée des attentes, on pense, on se convainc qu'il y a un système qui existe et qu'on veut pas se mettre à penser à ces énergies-là, on veut pas se mettre à... Parce qu'on craint ça, on craint la réaction des autres, parce qu'on veut plaire aux autres. Donc, si je me mets à parler des énergies, j'ai peur que les gens disent que c'est juste du wouhou, ben, je ne vais pas vouloir en parler. Donc là, mais je m'empêche de m'ouvrir à ça. Et là, si je me permettais de m'ouvrir à ça, si de un à un, on se permettait davantage à se... Peut-être qu'on se réaliserait que, coudonc, on est pas mal pareil. Ben oui. Puis on peut apprendre beaucoup les uns des autres. Oui. Mais ça prend encore du temps d'apprendre à se donner la permission d'être, de s'exprimer. Oui. Ça prend toujours du temps. Donc, souvent, malheureusement, on est dans une société toujours où, comme on en a parlé, on veut la performance, on veut des résultats immédiats parce que tout l'environnement nous indique que, oh, ok, j'ai mal à la tête, prends une pilule, prends ceci. Donc, je veux pas être comme, comment je vais dire, anti-système médical ou quoi que ce soit, mais la réalité est que on est dans un environnement qui nous conditionne à chercher des solutions rapides, comme tu le dis. Donc, ça prend du temps pour essayer de nouvelles choses et se convaincre que, ok, je peux me permettre, j'ai la permission, je peux me permettre de faire différemment de ce qu'on voit autour de soi. C'est ça, du standard, c'est ça. Ça prend un certain temps, de toute façon. Oui. Est-ce qu'on a le temps? Parce que est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps individuellement? Est-ce qu'on a le temps collectivement, avec tous les défis qu'on a, avec les changements climatiques, la crise climatique? Quand on prend ça en perspective, c'est sûr que moi, je pense que ça se fait sur des générations, ce genre de changement-là. Puis je pense que des générations plus jeunes commencent à avoir plus de conscience du bien-être mental. Pas juste de la santé mentale, du bien-être mental. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas attendre d'être tombé en dépression là, avant de faire quelque chose. Je veux même prévenir les coups. Donc, moi, je le sens chez les plus jeunes, de plus en plus. Mais ça, c'est au niveau individuel. On prend conscience de notre bien-être individuel et puis, je pense éventuellement, le bien-être individuel, on va comprendre que notre bien-être individuel dépend aussi du bien-être collectif, les deux sont interreliés. Mais je pense que ça va se faire sur du temps, effectivement. Et là, on est pris dans un monde qu'on pense qui est infini, dépendamment de nos croyances. Mais on vit sur une planète où l'environnement, lui, nous dit « T'es pas dans une période qui est infinie, mon ami. Là. Si on continue comme on est là, si on continue au rythme où on fait là, ça sera pas infini. » Donc, est-ce qu'on va arriver à temps pour réussir à avoir cette prise de conscience-là collectivement? Parce que juste un à un, c'est pas ça qui va changer les choses. Je pense qu'il y a le défi. Là. Mais la question, c'est est-ce qu'on a le temps? Je dirais à la fois oui et non. Parce que... si on se considère comme des êtres électromagnétiques et qu'on ait des formes d'énergie, est-ce qu'on est appelé à revenir, etc. Le temps, on peut le concevoir d'une manière ou d'une autre. Est-ce que chaque jour, moi, la question simplement que je pose aux gens qui me consultent, c'est que est-ce que chaque jour, on prend ne serait-ce que 5 minutes pour faire ce qu'on aime vraiment? Qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui on sera là, demain on ne sera... Est-ce que demain on sera là? Il peut y avoir des changements dans nos vies. Et j'en ai vécu des changements comme ça qui étaient comme, ok, ça a été très intense, ça a été un choc,
Ça a été un choc. Je ne veux pas dire un trauma, mais ça a été une prise de conscience assez rapide parce que je m'attendais à voir, simplement pour dire ça simplement, je m'attendais à voir mon frère qui revenait de voyage. Il était parti pour visiter la famille au Togo. Il est revenu. Il n'a pas pu rentrer chez lui à la maison. Il était décédé d'une embolie pulmonaire en sortant de l'avion. Donc, il n'a pas pu rentrer chez lui. On se prévoyait de se rencontrer. Est-ce qu'on allait se voir au moment où il allait partir, avant qu'il ne parte en voyage? Et on a reporté. Donc, ce serait au moment où il allait revenir. Donc, je viens d'apprendre ça. Est-ce qu'on a le temps? Oui et non. Donc, est-ce que chaque jour, on se consacre un minimum, ne serait-ce que 5 minutes à 6 minutes, 10 minutes? Est-ce qu'on se prend un minimum de temps à soi pour faire ce qu'on aime faire, ce qu'on a besoin de faire pour soi, avant de s'occuper des autres? Est-ce qu'on le fait? Et est-ce qu'on est assez conscient de quand on a besoin de ce temps, de prendre ce temps? Est-ce qu'on prend le temps de respirer pour pouvoir prendre l'inventaire de ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Parce que c'est ça, là. C'est si on n'arrête pas, puis si on croit qu'on n'a pas le temps, ben on va pas prendre le temps, on va pas créer le temps et on va pas se donner la permission de prendre ce 2 minutes pour prendre 3 grandes respirations, pour se recentrer. On va pas prendre le temps de prendre un moment pour aller prendre une marche autour du bloc pour changer notre énergie, changer notre pensée, changer notre perspective pour pouvoir voir un problème d'une autre manière. On ne prendra pas le temps d'appeler notre ami et de lui envoyer un message à vive voix à la place de lui envoyer un autre texto ou un autre email. On ne va pas prendre le temps de parler à notre collègue ou à notre boss de quelque chose qui nous tient à cœur puis qui est venu nous chambouler dans notre travail. Puis là, d'un coup, on n'a plus le goût de faire ce qu'on a besoin de faire parce que on a quelque chose qui est coincé à l'intérieur de nous. Fait que c'est beaucoup de... Est-ce qu'on peut se donner le droit d'exprimer et d'explorer ces non-dits à nous-mêmes et ensuite envers les personnes qu'on peut faire plus confiance, petit à petit, puis est-ce que cette confiance peut engendrer plus d'interactions authentiques envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes en premier, en avant tout, tu sais, en avant... En fait, c'est un peu comme je reprends l'exemple de l'entraînement physique, c'est un peu comme un muscle qu'il faut entraîner. Oui, c'est ça, absolument. Mais le muscle, quand on l'essaye, ça se peut qu'il déchire un peu, après ça, il se reforme. Donc, ça demande, c'est ça, de se permettre de sortir de sa zone un peu de confort, de se permettre de dire, peut-être que d'aller prendre une marche, je vais voir ça comme, là, ça me prend du temps, je vais l'essayer. Au début, ça sera un petit peu. Mais après ça, là, on prend l'habitude. Donc, c'est comment adopter des nouvelles habitudes, un peu, là, qui nous rapprochent plus de cette authenticité d'être soi-même. Je pense que ça vient par le partage, peut-être que des gens qui le vivent et qui ressentent les bienfaits peuvent partager dans quelle mesure ça leur apporte des bienfaits que d'autres peuvent se dire, moi aussi je vais essayer ça, un petit peu, petit à petit, mais sans que ça soit une transformation totale du début au complet, parce que là c'est trop, mais y aller par petits pas. Qu'est-ce que je peux aller à la hauteur de l'entraînement aussi, commencer par des petits poids, pas aller tout de suite pas courir un marathon tout de suite, mais d'y aller, marcher, courir, marcher. Donc mais effectivement, dans ce que tu dis, il y a quelque chose dans ça, c'est comme un entraînement un peu, mais il faut comme y croire, je crois, au départ, pour se permettre de s'engager dans ça. T'sais. C'est comme les transformations du bon vin, là, ou un bon fromage, là, ou un bon pickle, garlic pickle, que tu laisses. Les Iraniens, on adore tout ce qui est pickle, comment on dit en français? Mariné. Fait qu'on marine de l'ail dans du vinaigre et on laisse ça s'asseoir pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, et le plus que ça devient vieux, le meilleur que ça devient, et ça devient très sucré, c'est a delicacy absolutely to die for, selon moi. Mais c'est la même chose dans les personnes, tu sais. La transformation, le processus d'acceptation, parce que si on se nie ce qu'on sait, mais qu'on se nie, on ne peut pas le changer, on ne peut pas l'adresser non plus. Alors, c'est ce processus de fermentation, de ce changement, de transformation qui fait que
on peut arriver à des résultats encore meilleurs et consistants à travers le temps. Parce que je pense pas que les grands changements, les meilleurs changements ne sont pas nécessairement les plus grands changements. Non. Et les changements les plus importants, c'est pas des changements qui se font d'un coup. C'est quelque chose dans lequel on met un peu plus d'effort et d'amour et de partage et de courage et de vulnérabilité et d'ouverture. Alors, comment est-ce qu'on peut se redonner ça et reclaim our power, reclaim our responsibility and our agency to show up in the world a little more of ourselves, reprendre cette responsabilité, cette agency, c'est ça, responsabilité envers soi-même pour se montrer un petit peu plus authentique dans nos vies tous les jours, à nous-mêmes, en avant tout, premièrement, et ensuite envers les autres. Et comment est-ce que juste faire ça, peut-être un petit morceau à la fois, à chaque jour, peut changer tout notre monde tout autour de nous, tout notre environnement, toute notre manière de voir les choses, toute la possibilité, les opportunités, ce potentiel qui est énorme dans chaque personne qu'on rencontre. Et comment est-ce qu'on peut inspirer à monter ce potentiel? Alors, on est presque à la fin. Oui, ben c'est ça. Je trouve que ça. Je trouve qu'on arrive sur un rail. Pour qu'on puisse arriver à emmener cette potentialité-là envers notre entourage, est-ce que je pourrais vous demander chacun de me donner un petit quelque chose que les personnes qui nous écoutent pourraient prendre avec eux durant leur journée et peut-être just let that simmer, just like a nice tea bag in a teapot. Qu'est-ce que moi, je vais reprendre un point d'Emmanuel que je trouverais très important, tu sais, de mettre le doigt, de prendre le temps de mettre le doigt sur une chose qui nous fait plaisir, tu sais, qui est notre, une petite chose simple, mais qu'on est capable de mettre le doigt et de dire, mais ça m'appartient. Cette chose-là qui me fait plaisir m'appartient. Et de se permettre, juste une petite chose, ça peut être, moi je vais aller prendre une marche, ça peut être moi. Ça se peut que ça soit le cappuccino aussi, ça se peut, hein? On y va par des petits pas. Mais de dire, ça, je le fais pour moi, parce que moi j'aime ça, ce n'est pas pour d'autres, je le fais pour moi. Je pense que ça, c'est un premier pas, qui peut être de commencer, de dire reclaim the power, reclaim the agency, de se permettre de dire, ça, pour moi, ça me fait du bien, je commence par ça. Et là, c'est de normaliser dans notre tête, graduellement, qu'on peut se permettre de faire des choses qu'on apprécie pour soi. Et moi, je pense que graduellement, on en vient en faisant ça et en normalisant ça, je pense qu'on va de plus en plus faire des choses qui nous font du bien et qu'en étant bien soi-même, on le disait, l'énergie que ça dégage, ça va venir, les gens vont le ressentir. Moi, j'ai vu des gens qui me disaient hey, physiquement, je vois que tu sens bien. Quand les gens disent ça, tu dis pourtant, qu'est-ce que j'ai... Ben, c'est parce que oui, je me permets de plus en plus d'être ce que je veux être, d'être moi-même. Et ça, je pense que ça se fait par des petits pas. Donc, de mettre le doigt sur une chose qu'on croit qui peut nous faire du bien pour commencer, simplement, je pense que ça peut être un premier pas. Mais Jean-Sébastien, je suis d'accord avec toi. Et puis, je dirais que ce que j'ajouterais, c'est que soit... J'avais parlé de qu'est-ce qu'on fait pour soi, pour se faire plaisir, mais qu'est-ce qui est aussi, si je vais le renommer d'une autre manière, c'est qu'est-ce qui est notre passion, notre one love. What is your one love in life? Ça prend toute une vie parfois pour savoir ce que c'est. Il y a des gens qui naissent et puis qui savent quelle est leur passion, quelle est leur one love toute leur vie. Ils le savent déjà et ils travaillent là-dessus. Ça m'a pris du temps pour le découvrir. Je m'en allais vers la géographie. Quand j'ai découvert que j'adore l'activité physique, j'ai découvert ça à travers le judo. Je veux enseigner ça. Je suis devenu éducateur physique et je suis là où je suis aujourd'hui. Donc, donc chaque jour, quelque part, dans le travail que moi je fais, je partage ma passion. De la santé par l'activité physique. Mais qui parle de santé, pour moi, parle de tout ce que les gens peuvent imaginer. La santé, c'est pas seulement physique, c'est émotionnel, c'est mental, ça va au-delà. Donc, ça peut aller même vers... comment est-ce que je peux devenir un magicien moi-même, devenir un Merlin, etc. Donc, chaque jour, je fais un petit travail de ça. Donc, je partage ça dans mon travail. Mais est-ce que tout le monde est en train de faire... tout le monde, on ne va pas nécessairement vivre de sa passion.
C'est pas vrai qu'on puisse tout le temps nécessairement vivre de sa passion, mais est-ce qu'on maintient ce One Love là dans sa vie chaque jour? Est-ce qu'on prend 5 minutes? Est-ce qu'on prend un moment pour revenir vers soi? Si on arrive à identifier ce One Love, cette passion qu'on a dans la vie et qu'on l'entretient, je pense que ça nous donne déjà plus d'énergie pour apporter à soi-même, mais aussi pour apporter à nos proches, à notre famille, les gens avec qui on travaille. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir faire du changement, d'apporter des petits changements, des micro-changements. Si on n'a pas cette énergie, mais on est toujours épuisé par notre environnement, que ce soit le travail, la famille ou l'environnement physique dans lequel on vit, on n'a pas l'énergie d'apporter les changements qu'il faut. Et je dirais aussi que les changements, chaque fois que chaque personne se change elle-même, elle change nécessairement tous ceux qui sont autour de lui. Donc, si on voit que Jean-Sébastien est heureux, il dégage une certaine forme d'énergie, mais Jean-Sébastien, comment est-ce que tu fais? Et tu partages, mais tu vas inspirer quelqu'un d'autre qui va aller apporter un changement dans sa vie, qui va inspirer quelqu'un d'autre. Il y a cette approche qui est individuelle, mais il y a l'approche qui est plus organisationnelle, où tu travailles actuellement, où tu travailles, tu as beaucoup travaillé, où on va voir les patrons qui demandent des conseils et puis on influe le changement par le haut vers le bas. Donc, les deux sont possibles. Chacun n'a qu'à choisir son cheval de bataille et s'y cramponner ou bien le prendre vraiment et puis l'amener au galop. C'est ça, petit à petit. Donc, je crois que si on arrive à identifier effectivement ce qu'on aime, notre passion, notre One Love, et qu'on travaille là-dessus chaque jour, ça nous apporte de l'énergie pour continuer. Merci beaucoup. De ma part, je pense que, premièrement, j'adore vos réponses, mais merci. Merci pour tout ça, parce que franchement, je pense que c'est des conversations qui sont très importantes, puis qu'il n'y a pas grand monde qui a dans son entourage direct. Tu sais, on veut parler de certaines choses qui viennent nous chercher dans notre identité, mais malheureusement, on ne se met pas dans des situations publiquement pour pouvoir parler de son identité, parce qu'on protège d'une certaine manière cette carapace qu'on se crée avec nos titres, avec nos responsabilités, avec nos choses. Et franchement, est-ce que c'est vraiment nous et est-ce qu'on se montre vraiment à nous-mêmes ou est-ce qu'on porte des masques sur des masques sur des masques? Alors pour moi, je crois que pour revenir à ce que vous dites, c'est aussi très important de ramener cette honnêteté envers nous-mêmes pour voir les choses qu'on ne veut pas voir et qui nous empêchent de pouvoir s'ouvrir à nos passions, à nos vérités, aller aux vraies relations qui nous ressourcent, aux vraies conversations qui nous grandissent et qui nous confrontent et qui nous demandent de step it up. Alors, c'est vraiment cette honnêteté envers soi-même que moi, je vous recommande aux chers écouteurs, parce que c'est sans cette honnêteté, on se nie une vérité et une partie de nous. Et on a tellement de différentes facettes à nous. Et c'est tellement magnifique quand quelqu'un voit les différentes facettes parce qu'on se sent plein et complété et on se sent vu et reconnu et witnessed. C'est ça, Et j'aimerais vraiment qu'on emmène plus de ça dans nos conversations, que ce soit à votre business, avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues, que ce soit de commencer une conversation que vous n'êtes pas habitué, de juste demander une question qui est complètement hors commun. À la place de dire c'est quoi que tu fais, qui es-tu? Et laisser la personne dire ah ben moi, je sais pas, j'aime bien prendre des longues marches dans la nature. Puis voilà quelqu'un qui travaille à l'ordinateur toute la journée. Tu sais, on est prêt, on doit être prêt à accepter les choses qu'on ne connaît pas en nous-mêmes, dans les autres, pour pouvoir ouvrir cette possibilité de potentialité de conversation et de situation guérisseur en nous tous. Mais ça prend du courage. Ça prend du courage parce que c'est une situation qui est inconfortable à partir du moment où la question « qui es-tu »
Aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un, c'est comment tu vas et on commence à parler du beau temps. Ouais. Moi, je suis pas capable. Bon. Je suis plus capable. C'est ça. Mes amis le savent. Ils sont pas capables d'avoir une conversation de, tu sais, ouais, il fait beau, ok. Et alors? Et alors? Mais peut-être qu'un truc que moi j'ai trouvé, je peux peut-être partager, c'est parce que le qui es-tu, c'est vrai que ça peut être c'est gros pour des personnes qui sont peut-être plus éloignées de ces conversations-là. Mais des fois, simplement, dans les conversations, quand quelqu'un dit « j'ai fait ci, j'ai fait ça », moi, des fois, je m'intéresse à dire « Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ça? » Tu sais, juste des petites questions comme ça qui amènent le deuxième degré un peu, que là, c'est pas trop confrontant, mais souvent, les gens vont se demander « Mais c'est une bonne question. Je me suis jamais demandé qu'est-ce qui m'amène à faire ça? » Puis juste ça amène, on vient tranquillement percer là, on rentre dans un autre degré où les gens, des fois je sens que je suis pas trop à l'aise d'aller parler de ça, mais attends, je vais y penser, pour essayer de trouver qu'est-ce qui m'a vraiment intéressé dans ça. Et je pense qu'avec avec la confiance qu'on peut bâtir, ben là, on peut aller, comme pour l'entraînement aussi, bâtir comme ça un lien qui nous amène à se révéler l'un et l'autre, à cheminer dans notre relation. Est-ce qu'il y a quelque chose de dernière chose que vous Je trouve qu'on a dit beaucoup de choses. C'est super intéressant. Mais déjà, je peux dire merci beaucoup, Sarah Nance, pour ce moment qu'on a passé ensemble ce matin, qui m'a fait rencontrer Emmanuel aussi, par la bande. Là, c'était inattendu, mais c'est une très agréable rencontre. Donc, oui, j'espère qu'on va avoir d'autres occasions d'échanger. On reprend, c'est sûr. Please keep tuned. C'est sûr que je vais faire un podcast séparé avec ces deux magnifiques gentlemen. Merci Sarah. Merci Jean-Sébastien. Pour l'instant, je vous souhaite une belle soirée, que cette conversation vous emmène tout ce que vous avez besoin pour continuer des conversations avec courage et résilience et authenticité. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée, où que vous êtes dans le monde. May you have a good afternoon, good evening, or good morning wherever you are in the world. Please keep tuned for the next conversation, hopefully maybe this time in English. You never know. Have a good one.